ceux qui aiment Jean Mermoz, tapez les mains. Tous ceux qui aiment l'UMC, tapez les mains. Quel que soit votre école, tous ceux qui aiment leurs écoles, tapez les mains. Il y a des gens ici, on ne sait jamais qui ils sont. Alors on va commencer. Gardez le silence. Écoutez bien le thème. Écoutez le thème. Écoutez le thème. La surveillance de masse constitue une violation des droits civiques. La surveillance de masse constitue une violation des droits civiques. Groupe scolaire univers scientifique est pour, Jean Mermoz est contre. Je crois que vous avez eu suffisamment d'informations sur la façon dont ça doit se dérouler. Il est question de commencer pour chaque équipe par l'introduction, ensuite 2 passages par l'équipe pour le développement, un seul passage pour la conclusion. Il y aura un candidat pour la culture générale et un autre candidat pour la poésie européenne, pour le sport. Alors nous allons commencer maintenant, mais je voudrais vous rassurer que tout le monde est calme. Je promets que tant qu'il est en train de ne va pas nous fixer, il sera le Merci. Alors, sans plus tarder, je vais appeler le candidat ou la candidate du groupe scolaire univers scientifique pour vous introduire. Venez s'il vous plaît. Vous allez passer à côté du jury pour communiquer votre identité. Et vous aurez 2 minutes pour nous dire des arguments qui soutiennent le fait que la surveillance de masse constitue une violation des droits civiques. Vous avez tous au podium. Vous avez tous au public. Vous avez des membres du jury. Vous m'avez moi-même. Et vous avez votre podium. Allez-y. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, distingués invités, bonsoir. Je reprends tout simplement de nos parts et tout, élèves de la 11e année au groupe scolaire univers scientifique. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre d'une question qui touche au cœur de nos sociétés modernes, la surveillance de masse. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde ultra connecté où nos messages, nos appels, nos déplacements peuvent être suivis sans que nous le sachions. Cette surveillance de masse mise en place par le gouvernement et les entreprises pose une question fondamentale. Mais quel est nos droits civiques? Mon équipe et moi soutenons fermement que la surveillance de masse constitue une atteinte inacceptable à notre vie privée, à nos libertés individuelles et surtout à nos droits civiques. Mesdames et messieurs, imaginez, vous êtes chez vous tranquille en train de discuter avec un ami sur Messengers. Vous pensez être seul dans cette conversation. Détrompez-vous. Quelqu'un, quelque part, peut voir vos messages, écouter vos appels, analyser vos recherches sur Internet. C'est ça la surveillance d'une masse, une surveillance invisible et omniprésente. Honorable membre du jury, la surveillance de masse est une menace pour l'état de droit et un danger pour nos sociétés libres. Elle ne se contente pas d'observer, elle nous pousse à nous sentir et nous enferme dans une société de peur. Elle entrave les libertés individuelles et surtout elle crée un climat de méfiance où chaque citoyen devient un suspect potentiel. Alors, chers adversaires, à quel prix êtes-vous prêts à rendre notre liberté? À quel prix? Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, je vous remercie. Nous n'avons pas une position dans ce débat. Il faut défendre cette position. Jean Mermoz, j'espère que vous avez entendu. Vous avez décidé de
défendre le compte. Vous avez tout ce public, tout ce podium, vous avez le modérateur, les membres du jury, la commission d'organisation, et vous avez ce micro. Allez-y. Mesdames et messieurs, honorables du jury, distingués invités, bonsoir. Je réponds au nom des Palais de Sayou, avec côté Mariam Sangalé, ma petite belle camarade. Ce soir, nous avons un sujet aussi fascinant et controversé, l'assurance de masse. Imaginez mon assurance, les criminels à licence sans crainte, les actes de terroristes impossibles à prévenir, une insécurité en face de chaque individu, une cible potentielle, un monde où l'État privé de tout moyen de contrôle sur le pouvoir impuissant face aux menaces pèse sur ses citoyens. Cela vous sentit rassurant. Alors, c'est ici qu'intègre l'assurance de masse, un mécanisme mis en place par le gouvernement et certaines entreprises pour collecter et analyser à grande échelle les communications et le comportement des individus. Mesdames et messieurs, honorables du jury, distingués invités. Mais cette assurance de masse se voit en mode principe fondamental des droits civiques, garantissant à chaque individu la liberté essentielle comme la vie privée, la liberté d'expression et la protection contre les abus du pouvoir. Cette assurance de masse, c'est inciter l'assurance de masse bafoue nos droits, transformant une société en dystopie. Et chaque individu est traqué, notre patron la considère comme un rempart, un bouclier pour garantir la sécurité de tous. Alors, on se dit la vérité. L'assurance de masse est-elle un rempart contre nos droits civiques ou par contre un bouclier pour garantir la sécurité de tous? Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour défendre une position claire. L'assurance de masse ne constitue pas que l'instant de nos droits civiques, mais un instrument indispensable pour la protection de tous. D'abord, nous demanderons quel est l'outil efficace pour prévenir la menace et garantir la sécurité de tous. Ensuite, nous prouverons qu'elle peut parfaitement et coexister avec nos libertés individuelles grâce à l'élimination stricte et un contrôle de nous. Oubliez les idées reçues. Laissez place à la réflexion et entre ensemble dans le cœur du débat. Je vous remercie. Merci. Cette fois-ci encore, ça commence très bien parce que ça commence à être un de gauche à droite. On va commencer à développer ce terme. Et l'université catholique. C'est votre tour de passer maintenant pour le premier passage au cours du débat. Allez-y, vous identifiez. Vous avez suivi vos adversaires et vous avez une réaction par rapport à ça. Vous avez 3 minutes. Le silence. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chaleureux public, bonsoir. Je suis Badel Matsalim, élève de la 11e année au groupe scolaire universitaire. En effet, mesdames et messieurs, la surveillance de masse porte atteinte à la vie privée. Honorables membres du jury, Benjamin Franklin disait ceci, je cite, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. Cette citation souligne un fait indéniable. La surveillance excessive, même sous prétexte de sécurité, mène inévitablement à la perte des libertés fondamentales. Mesdames et messieurs, la surveillance de masse repose sur la collecte et l'analyse des communications privées des citoyens sans leur consentement. Prenons un exemple concret. Le programme PRISM mis en place par la NSA est révélé par Edward Snowden en 2013. Ce programme a démontré que des millions de citoyens à travers le monde ont été espionnés sans justification légale claire. Cela signifie une chose, nous sommes tous traités comme des suspects potentiels, ce qui est totalement contraire aux principes démocratiques. Alors, chers adversaires, dites-moi, est-ce cela la liberté que vous défendez? Un monde où chaque individu est jugé et contrôlé en fonction de ses modes faits et gestes. Est-ce cela? Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, ce n'est pas tout. La surveillance de masse tue la liberté d'expression. Comment s'exprimer librement lorsque l'on sait que nos paroles et nos pensées sont dépliées? Mesdames et messieurs, prenons un exemple concret ici même en Guinée. Lors des manifestations de 2020,
De nombreux rapports ont fait état de la surveillance accrue des opposants politiques via les réseaux sociaux et les communications privées. Résultat, certains ont été identifiés, arrêtés et réduits au silence simplement pour avoir exprimé une opinion différente. Et même nous qui sommes là ici ce soir, oserions-nous dire ouvertement ce que nous pensons du pouvoir en place? Mesdames et messieurs, regardez autour de vous. Qui osera parler sans crainte des représailles? Aujourd'hui, tu parles seulement, c'est soit on met les choses sur ta bouche, soit on te met dedans. Alors, chers adversaires, comment pouvez-vous défendre un système qui réduit au silence ceux qui osent penser différemment? Comment? Mesdames et messieurs, honorablement du je vous remercie. Ça vaut une réaction, hein? Finalement, on était venu écouter, maintenant on vient apprendre. On va bénéficier des deux à la fois. Merci pour l'écoute et merci pour le degré de votre message. Alors, jamais avance de me force à réagir. Parce que c'est ça le débat. Vous avez 3 minutes. Mesdames et messieurs les membres du jury, dites à nos adversaires de ne pas confondre la vitesse à la précipitation. Alors, posez-moi les mains sur la poitrine et calme ta prise. Car il apparaît clairement que la surveillance commence, loin d'être une violation des droits civiques, constitue un moyen indispensable pour la sécurité publique. Et c'est sous cette surveillance que nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Et si nos adversaires pensent le contraire, alors excusez-nous, la porte est grandement ouverte. Car cette grande même université que nous accueille ce soir est pourvue de caméras de surveillance. Alors dites-moi, est-ce une manière de violer vos droits civiques? Évidemment non, car c'est sous cette même surveillance que nos beaux débatteurs sont majestueusement assis et en toute sécurité. Alors, rentrons dans le débat. On aime souvent le dire, Big Brother nous surveille. Une phrase qui génère des craintes. Mais est-ce vraiment un problème si cette surveillance permet de prévenir un attentat ou de protéger notre épargne contre des arnaqueurs? Personne ici ne veut perdre son argent simplement pour défendre le droit à l'intimité d'un criminel. Et bien pas vous, chers co-débatteurs. Prenons l'exemple des attentats de Paris en 2015. Ces attaques ont démontré que les terroristes utilisaient des applications chiffrées pour préparer leurs actions. Et si ces communications avaient été interceptées plus tôt, des centaines de milliers de vies auraient été sauvées. Et entre 2012 et 2022, 95 attentats ont été déjoués grâce à la surveillance électronique aux États-Unis, selon l'université de Harvard. Il ne s'agit pas seulement de contrôler tout le monde, mais ceux qui représentent une menace pour la sécurité. Alors, si vous n'êtes pas impliqué dans des activités criminelles, vous n'avez rien à cacher, n'est-ce pas? Car vouloir refuser la surveillance, c'est comme vouloir connaître des corps sans radar, et ce qui mène inévitablement en un expert. Et comme les inconsistances autour de cette problématique ne finissent jamais, prenons encore un dernier. Sidiki Diabaté, un des meilleurs artistes africains connus à l'international, a été victime d'un fonds de 200 000 € et de manipulerie de luxe par des malfrats X. Bien sûr, car il n'avait pas de caméra de surveillance. Et c'est souvent sur le non-surveillance que ces malfrats se sont accaparés d'une fois qu'ils d'autrui et se pavanent partout dans les villes en faisant la fête. Alors, exprimons le droit à l'intimité de ces criminels que vous avez. Dommage. Mais vous avez encore une seconde chance de revenir à la maison. Et si vous n'avez rien à dire, alors gardez le silence. Car le plus grand orateur au monde, quand il n'a rien à dire, il se tait et ça vous vaincu. Merci. C'est ça aussi la valeur du débat. On va garder le silence parce que là, ça devient de plus en plus intéressant. On va continuer ce débat et nous allons passer la parole encore à l'univers scientifique. Ce débat donne de la flexibilité. Je sais que ça va finir bientôt et je vais demander à la commission d'organisation de nous proposer un autre thème parce que moi je ne suis pas venu à quitter ici.
Alors vous avez encore 3 minutes pour contredire vos adversaires. Allez-y. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers distingués invités, bonsoir. Je reprends au nom de Mahmoud Kamara, élève de la 12e année au groupe scolaire unitaire scientifique. Mesdames et messieurs, l'argument le plus souvent avancé pour justifier la surveillance des massacres et la lutte contre le terrorisme. Mais posons-nous une simple question. Si la surveillance de masse était réellement efficace, pourquoi continue-t-on de subir des attentats? Prenons des cas concrets. Les attentats de Paris en 2015, malgré la surveillance généralisée, n'ont pas pu être empêchés. Les attaques du 11 septembre 2001, qui ont servi de justification aux patriotes, ont eu lieu malgré une surveillance déjà existante. Une étude de peine à Santa Fe Justice aux États-Unis a démontré que les programmes de surveillance des massacres n'ont jamais permis d'empêcher un attentat terroriste majeur. Au contraire, ils détournent l'attention des vrais moyens de prévention, comme l'infiltration des réseaux criminels, le renseignement humain et la coopération internationale. Mais pire encore, cette surveillance des masses ne cible pas seulement les criminels, elle devient une arme de répression contre les citoyens ordinaires. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers distingués invités, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers distingués invités, je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer à Jean Mermoz qui va continuer et finir le développement maintenant. Gardez le silence, ça nous fait qu'il commence. Si vous pensez avoir tout entendu, c'est comme si vous n'aviez rien entendu encore. Ça promet que vous verrez des choses. Chères dames, vous avez 3 minutes et vous devez les concrétiser. Allez-y. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chaleureux public, distingués invités, bonsoir. La surveillance de masse ne constitue pas une violation des droits civiques, car elle est encadrée par des lois. Ah, l'argument préféré de ceux qui s'opposent à la surveillance, c'est une atteinte à la vie privée? Sérieusement, si vous passez votre vie entière sur TikTok, Facebook, Instagram, pourquoi finalement s'inquiéter d'un algorithme qui vérifie si vous préparez un coup d'État? La surveillance est encadrée par des lois strictes. Aux États-Unis, le programme PRISM est sous contrôle du Congrès et de la Cour suprême. En France, par exemple, la CENI veille au grain pour éviter tout abus. Et devinez quoi? 72% des Européens sont prêts à accepter une surveillance renforcée en échange d'une meilleure protection. Sondage IFOP 2023. En Allemagne, pays ultra strict sur les libertés, la surveillance de la communication est autorisée uniquement avec validation judiciaire. Et ça marche. Pourtant, je n'ai pas encore vu un Allemand hurler dans la rue. Alerte! Nous sommes dans une dictature numérique. Un autre mythe. Nous sommes tous surveillés 24 heures sur 24. Faux. Les algorithmes ne traquent pas votre dernière crash sur Instagram. Ils détectent des transactions suspectes ou des rapports avec des groupes dangereux. Quand en 2019, la police française a démantelé un vaste réseau de cybercriminels spécialisés dans le vol de cartes bancaires, là aussi, elle n'a pas surveillé toute sa population, juste ceux qui achetaient des Lamborghini avec la carte de mamie. Très chers adversaires, ouvrez les yeux, regardez la réalité en face. Ceux qui refusent toute surveillance propre sont ceux qui ont le plus de choses à cacher. Un peu comme celui qui dit je n'ai rien fait de mal, mais qui étend son écran quand on passe derrière lui. Enfin, prenons l'exemple de l'Estonie, pionnière en cybersécurité. Là-bas, la surveillance numérique est renforcée, mais avec un cadre légal transparent. Résultat, un pays plus sécurisé, une population qui dort tranquille. Alors oui, Franklin Benjamin ne médiatise pas. Ceux qui renoncent à un peu de liberté pour plus de surveillance ne méritent ni l'un ni l'autre. Mais ils n'avaient jamais eu à gérer une cyberattaque bien attentat. Aujourd'hui, refuser la surveillance, c'est comme exiger que les banques enlèvent leurs caméras de surveillance sous prétexte que c'est gêne la vie privée des voleurs. Mes chers adversaires. Bref, plutôt que de diaboliser la surveillance, apprenons à l'utiliser intelligemment. Car, très chers adversaires, écoutez ceci. Le vrai danger n'est pas le fait d'être
vous avez écouté ça. Ils ont rétorqué. Et ils ont un droit de réponse parce que vous avez réussi. Allez-y, vous avez maintenant 2 minutes pour conclure. 2 minutes. Là, on est en train de conclure, on va bien écouter. Et on va s'énergiser. Allez-y. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers distingués invités, le bonsoir. Honorables membres du jury, mes co-débatteurs et moi venons de démontrer par A plus B que la surveillance de Massa porte atteinte à nos vies privées. Le choix est donc clair. Un État qui surveille chacun de ses citoyens sans distinction est un État qui considère son peuple comme un ennemi potentiel. Puisque la surveillance de Massa porte atteinte à nos vies privées, bride notre liberté d'expression et échoue à garantir notre sécurité, alors posons-nous une dernière question. Sommes-nous prêts à sacrifier nos libertés fondamentales pour une illusion de sécurité? Mesdames et messieurs, si nous laissons faire aujourd'hui, demain nous nous réveillerons dans un monde où la liberté ne serait plus qu'un lointain souvenir. Honorable membre du jury, chers distingués invités, je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissez très fort parce que de l'autre côté, le débat est public. Le parlant aussi, Jean-Mermoz va nous offrir une conclusion de 2 minutes. Gardez le silence. On va conclure ce débat. Allez-y. Enfin, nous avons démontré que l'assurance des masses ne constitue pas une violation de nos droits civiques, mais plutôt moyen de garantir la sécurité collective. D'une part, elle joue un rôle fondamental dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme, permettant d'identifier et de prévenir la menace avant que les causes de troubles irréfutables. D'autre part, loin d'être un instrument de répression arbitraire, elle est strictement encadrée par la loi qui assure l'équilibre entre la protection civile et le respect des libertés fondamentales. Comme l'a souligné Barack Obama, ce n'est pas la surveillance qui menace nos droits, mais son absence face au danger possible. Cette citation dans la régulation policière qui, ce n'est pas l'assurance en elle-même qui constitue un danger, mais un moyen de garantir la protection de tous. Ainsi, plutôt que de percevoir la surveillance comme une atteinte à nos libertés individuelles, il faut la considérer comme un bouclier destiné à la protection de notre mode de vie et de nos valeurs. L'essentiel n'est donc pas de rejeter la surveillance en bloc, mais il s'agit de s'assurer qu'elle soit exercée avec discernement et transparence. Car, en fin de compte, la véritable menace contre nos droits civiques ne réside pas dans l'assurance elle-même, mais c'est l'annulation et le manque de vigilance face aux défis sécuritaires du monde moderne. Mes très chers adversaires, ne confondez pas la propriété à l'Angleterre. Je vous remercie. Merci à Jean-Mermoz, merci à l'Université publique pour la qualité et les arguments placés pour ce débat. Merci, on a vraiment appris. Au-delà d'une simple confrontation, nous nous sommes transformés en élèves étudiants pour écouter ces chers maîtres. Alors, chers candidats pour la culture générale, si vous êtes prêts, je crois que l'Université scientifique, c'est une chère dame se présente. Allez-y vous identifier. Vous allez piocher 5 questions. Parfois, on ne vient pas dans un débat parce qu'on veut forcément supporter une équipe. On vient dans un débat pour améliorer sa culture. Apprendre, comprendre, savoir analyser, avoir l'esprit critique et savoir raisonner. Alors, chères dames, vous avez un monsieur qui s'appelle Bienvenue. Le 14, il est pour vous. Allez-y, commencez la conversation. Ne vous réveillez pas sans une fleur. Et tout va bien se passer. Pas de stress. Chers membres du jury, si tout est prêt, on va commencer. Politique, histoire. Politique, histoire, numéro 80. Numéro 80. Chères dames, quel pays africain a connu un coup d'État en juillet 2023 renversant Mohamed Bazoum? Le Nigeria. Le Niger. Reprenez, je réponds et vous répondez.
pays africain a connu un coup d'État en juillet 2023 renversant Mohamed Bazoum? Le Niger. Elle répond le Niger et c'est la bonne réponse. Actualité. Actualité, le numéro 9. Numéro 9. Chère dame, quel est le nom du plus grand désert chaud du monde? Le désert du Sahara. Elle répond le désert du Sahara et j'avoue que c'est la bonne réponse. Littérature, numéro 98. Numéro 98. Chère dame du 14, quel est le message principal de les phrases de Bintou de Amadou Kone? L'absurdité de la vie humaine est la conquête de l'identité. J'ai bien entendu et je vous informe que ce n'est pas la bonne réponse. Il y a toujours des gens qui donnent la bonne réponse. Merci. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Applaudissez pour lui. Le malheur des autres est le bonheur des autres. Sport. Sport. Le malheur de la 16. On va garder le silence. Merci pour la coopération quand même. Le sport. Numéro 16. Numéro 16, on garde le silence, on évite les mouvements. Chère dame, combien de tours comprend une course de Formule 1 standard? Je réponds. Combien de tours comprend une course de Formule 1 standard? Le nombre de tours varie, mais le record retenu, il est généralement entre 50 et 70 tours. D'accord. Le nombre de tours varie, il est généralement autour de 50 à 70 tours, c'est la bonne réponse. Géographie. Le numéro 3. Le numéro 3. Chère dame, quelle rivière traverse Paris? La Seine. La Seine, c'est la bonne réponse. Applaudissez une fois de plus pour cette chère dame. Merci beaucoup. On va appeler maintenant, sans transition, Jean Mermoz. Je rappelle que ces candidates et candidats que voici ont reçu 500 questions et leurs réponses. Ça fait 1000. Ils ont dû traverser ces 1000. Ils ont peut-être tout récité, peut-être tout mémorisé, peut-être cherché à comprendre. À travers les réponses, on saura qu'est-ce qui était compris et qu'est-ce qui n'était pas compris. Alors, chers messieurs, on va commencer maintenant avec politique, histoire. Le numéro 68. Le numéro 68. Quel président ivoirien a dirigé le pays de l'indépendance en 1960 jusqu'en 1993? Je reprends si vous voulez. Quel président ivoirien a dirigé le pays de l'indépendance en 1960
jusqu'en 1993. Félix Houphouët-Boigny. Il répond Félix Houphouët-Boigny et vous savez quoi? C'est la bonne réponse. Deuxième question, actualité. Le numéro 42. Le numéro 42. Chers messieurs, quelle est la langue officielle de l'Égypte? Je réponds si vous voulez. Quelle est la langue officielle de l'Égypte? L'arabe. C'est la bonne réponse. Ah, c'est méchant. Applaudissez. Oh. Littérature. Je sais que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est pas pour rien, c'est que nous ne pouvons jamais applaudir. Le numéro 2. Ah, monsieur. Quel auteur sénégalais a écrit une si longue lettre? Mariamba. Je connaissais la réponse. Je ne vais pas regarder ici, mais je connaissais la réponse. Sport. Le numéro 76. Le numéro 76. Chers messieurs, quelle est la largeur officielle d'un box de football? Je réponds. Quelle est la largeur officielle d'un but de football? 7,32 mètres. 7,32 mètres. Et j'avoue que c'est la bonne réponse. Dernière question. Le numéro 15. Numéro 15. Géographie. Géographie. Quel pays est bordé par les océans Atlantique et Indien? L'Afrique du Sud. Cinq questions. C'est brave, hein? C'est très brave. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer. On va commencer à préparer le 14 pour ceux qui ont l'habitude de fêter. Moi, je ne sais même pas c'est quoi le 14. Alors, on va appeler les slameurs. On va les écouter. On va savourer ensemble avec eux. Et le plus important dans un slam, c'est ce qu'on ressent. Ne soyez pas indifférents. Lorsqu'il a une voix pâle, une voix mélodieuse, une voix un peu atypique, soyez comme eux. S'il commence à pleurer, on va pleurer ensemble. Alors on va appeler ici univers scientifique. Oui. On entend quelque chose? On entend quoi? Ah, des chaises. Combien de chaises? 3. Je vous offre la mienne à condition que vous puissiez me convaincre. Demain, c'est le 14. C'est les gens, ils m'ont dit ça. Moi, je ne sais même pas c'est quoi le 14. Moi, je ne sais pas c'est quoi le 14. Non, c'est les gens qui ont dit. Quand les gens sont en train de fêter, les pas essentiels. Moi, je ne sais même pas c'est quoi le 14. Moi, je ne sais pas où. C'est bon? Alors, chers slameuses, Ils ont besoin d'une bouteille d'eau. vous avez la parole. Vous pouvez m'entendre encore? Vous entendez ce son? Inclinez la tête. On ne sait jamais ce qui va venir. Vous avez la parole.
cruelle. Le mariage forcé des mineurs, une tragédie réelle. Nos sœurs innocentes, à peine sorties de l'enfance, sont arrachées à leur liberté, à leur bonheur sans aucune clémence. Leurs amis décédés par des traditions archaïques, nombre de sacrifiés sur l'autel de la politique. Des filles privées de leur choix sont forcées d'épouser quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Leurs rêves et leurs espoirs sont brisés en morceaux. Les mariages forcés sont une violation des droits humains. Ils ne participent pas à la loi des combattus sans frein. Les conséquences sont dévastatrices et durables. Le traumatisme émotionnel et physique, tout insupportable. Ces filles sont privées d'éducation et d'opportunités. Leur potentiel est étouffé par ces unions imposées. Elles sont condamnées à une vie de soumission et de douleur. Leur liberté volée à toute heure. Oui, il est temps de mettre fin à cette pratique inhumaine, de protéger les droits des filles ou de nos sœurs, leur offrir une vie saine. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour briser l'échec de ce mariage forcé qui sévit. Donnons-leur la chance de grandir et de s'épanouir, de choisir leur destinée, de rêver et de réussir, pour que chaque fille puisse enfin être libérée. Pour que chaque fille puisse enfin être libérée. Pour que chaque fille puisse enfin être libérée. Mais apparemment, vous n'êtes pas sensible. Alors laissez-moi pleurer. Alors, chers assistants, chers candidats, chers candidats, on va appeler maintenant Jean-François. L'ancien papa. Bonsoir à tous. Je reprends mon camarade Bernadette Sophie, élève évolué au groupe scolaire Jean Bernose. Mon hommage est dédié aux victimes de Zérécory. Âme perdue dans l'écho des cris. Ce sont un ciel de Guinée qui s'est assombri. Venons ici le cœur lourd et meurtri, pour honorer vos vies, porter vos récits. Cinquante-six étoiles arrachées à la nuit, des innocents pris à la panique infinie, et des blessés, marqués pendant dans leur chair, la mémoire vive d'un drame qu'on ne peut taire. Ce jour où la joie de match partagé a cédé la place à des larmes salées, nous rappelle combien la vie est fragile, combien l'amour parfois devient difficile. Vous, nos frères, nos sœurs partis trop tôt, vos rires résonnent encore malgré les sanglants. Et dans chaque souffle, dans chaque prière, vos noms vivent en nous, gravés dans la lumière. Zérécory, témoin de ce lourd chagrin, porte le poids des silences et des destins. Mais aujourd'hui, devant l'injustice et la douleur, nous promettons de bâtir un monde meilleur. Que vos âmes reposent dans
une paix éternelle. Que votre histoire inspire des jours plus fraternels. Levons nos voix pour que jamais n'oublie le vol venant au fil de la vie. Puisse nos pas guidés par cette mémoire, écrire sur vos sangs d'un futur sans gloire. Exemple de justice, de respect, d'amour, pour que vos sacrifices éclairent chaque jour. À vous, chers disparus, ce point rendu, porté par une jeunesse au destin tendu. Dans ce jury, dans cette fête, qu'on se souvienne que le vrai triomphe, c'est d'être unis à la paix. Que ce hommage dépasse nos simples mots et s'élève puissant jusqu'au plus haut. Pour vous, pour eux, pour nous, pour demain, Zérécoré, ton deuil est aussi le nôtre. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai pleuré. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers assistants, chers candidats, chers membres du jury, chers commissaires d'organisation, chers encadrants, on aimerait parfois, si les coachs sont là, leur présenter devant tout le monde à cause de tous les efforts qu'ils fournissent pour aider ces candidats à s'en sortir. On ne peut pas réussir seul. À l'école, on vous a toujours dit que c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est normal dans une évaluation qu'on laisse chacun avec sa valeur intrinsèque. Mais retenez bien, dans la personne ne peut réussir seul. J'ai besoin de manger, je ne suis pas obligé de préparer forcément. Tout comme j'ai besoin de me coiffer, tout comme si j'ai besoin de m'applaudir. Ça aussi c'est un poème, applaudissez pour moi. Merci beaucoup d'avoir tout me fait à cet entretien aujourd'hui. Nous allons écouter la commission technique qui est en train de travailler sur le cumul des points. Et tout à l'heure, on va vous projeter, sous la direction des membres du jury, on va vous proclamer les résultats et vous saurez qui a fait quoi, pourquoi, avec qui, où, comment. Alors c'est tout de suite, mais d'ici là, on ne va pas laisser la salle vide, on va attendre par curiosité et c'est aussi intéressant. Ce qu'on va faire, s'il y a quelqu'un qui sait faire quelque chose ici, ce soit danser ou chanter ou faire le slam, que les gens la viennent. Il y a un monsieur qui sait chanter ici, on l'appelle au chanter, mais s'il est là toujours, s'il est là, qu'il vienne d'abord. Non, il y a quelqu'un qu'on m'a présenté, venez s'il vous plaît. Allez-y voir le DJ. Mais pardon, j'ai senti que vous n'êtes pas aussi sensible que moi. Lorsque quelqu'un chante, tu peux ne pas danser, mais tu peux applaudir quand même.